J'ai créé Parlons Budget avec l'impulsion de mes proches qui venaient très souvent vers moi pour me poser des questions sur leurs finances. J'ai créé Parlons Budget parce que je voulais partager. Je me suis dit, si j'ai 500 personnes qui me suivent, ce sera déjà très bien. J'étais pas convaincue que l'argent allait vraiment intéresser. Et puis aujourd'hui, finalement, oui, j'ai plus de 100 000 abonnés et je me rends compte que c'est un vrai enjeu pour beaucoup. Il faut que ça parle à tout le monde et que les gens aussi puissent se dire, c'est pas forcément parce que je gagne peu d'argent que je ne peux rien faire avec mon argent, que je ne peux pas investir. Moi, j'ai beaucoup de témoignages de femmes qui se retrouvent seules, qui justement se demandent qu'est-ce que je vais faire. Je vais me retrouver seule à assumer des charges et parfois elles ont des enfants, donc elles sont dans la crainte de ne pas pouvoir faire face quand on se retrouve toute seule du jour au lendemain et qu'on a des enfants et qu'on doit driver un budget sans laisser transparaître aussi, parce qu'on n'a pas envie de laisser transparaître à ses enfants qu'on est en difficulté. On épargne bien 20% de nos revenus. Lancez-vous et n'ayez pas peur. Moi, je ne suis pas issue forcément d'une famille qui investit. Et à aujourd'hui, je le fais. Enfin, j'aurais pu penser, comme ma mère, que je n'ai pas le droit, que je ne suis pas en capacité de. Mais si, avec les connaissances et avec la maîtrise et aussi en drivant ces projets, on peut. Donc, lancez-vous, renseignez-vous sur vos finances, pilotez vos finances et n'ayez pas peur de vous lancer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Perspective de vie, le média qui vous aide à conquérir votre liberté financière. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une femme dont le parcours résonne avec des milliers de familles, une voix puissante, engagée, qui transforme la peur de manquer en force d'agir. Vous la suivez peut-être, elle est déjà présente, très présente sur Instagram. Son compte, c'est Parlons Budget, qui réunit plus de 100 000 personnes, majoritairement des femmes qui sont en quête d'un rapport beaucoup plus sain à l'argent. C'est Alexandra Bacciono, qui est experte en finances personnelles et autrice du livre « Savoir gérer son budget pour mieux en profiter ». C'est dommage, on ne l'a pas amené aujourd'hui, mais je vous mettrai toutes les références en commentaire et en description. Alors petite, Alexandra, elle voyait sa mère classer chaque billet dans des enveloppes marquées loyer, marché ou encore médecin. Une maman qui répétait sans cesse « l'argent, c'est difficile ». Une maman qui n'ose pas aller retirer ses économies seule, de peur qu'on l'observe, de peur qu'on lui vole. Alors c'est Alexandra qui va au guichet à sa place. Et Alexandra m'a raconté cette anecdote avant qu'on fasse cette émission. Elle va nous en parler un petit peu plus tard. Chez elle, l'argent n'était pas un outil, mais une source d'angoisse. Et pourtant, aujourd'hui, Alexandra, elle enseigne à ses enfants et à toute une génération via notamment son compte Instagram que l'argent peut être un allié, un levier, une liberté. Et dans cet épisode, elle nous raconte comment on peut déconstruire les schémas familiaux autour de l'argent, dépasser la peur et reprendre le pouvoir sur ses finances. Si vous avez grandi dans le silence ou la peur de l'argent, si vous hésitez à investir, si vous n'êtes pas à l'aise pour gérer et pour comprendre, cet épisode est pour vous. Mais avant de plonger dans son histoire, prenez une seconde. Abonnez-vous pour découvrir chaque semaine nos nouvelles émissions. Et puis si vous aussi, vous voulez bâtir un avenir libre, solide et ambitieux, rejoignez notre communauté privée de femmes. Il suffit de remplir le formulaire. On vous le mettra aussi en description. Allez, c'est parti. Installez-vous. Vous êtes sur Perspective de vie et aujourd'hui, vous allez peut-être changer la vôtre. Bonjour Alexandra. Bonjour Célia. Merci. Ravie. Merci à toi d'être venue dans nos studios d'enregistrement. Je suis trop ravie, trop contente de faire cette émission avec toi. Plaisir partagé. Donc, on se trouve dans la tour Montparnasse, au 23e étage, dans nos studios d'enregistrement via l'agence Nova Prod. Et je suis ravie de t'accueillir sur Perspective de vie. Alors, on va décortiquer, on va faire de l'introspection, Alexandra. Oui. Donc, je disais en introduction, j'ai donné quelques petites anecdotes de vie. Et donc, pour commencer cette émission, j'ai cette question-là pour toi. Qu'est-ce que ça t'a fait justement de vivre ça étant enfant? Voilà, je disais en préambule que ta maman a classé les billets, loyer, médecin, etc., etc., qu'elle a la peur d'aller au guichet, retirer l'argent, que c'est toi qui y vas. Tu vas retirer l'argent au guichet pour elle. Ouais, ou ton papa. Et, voilà. Et alors toi, qu'est-ce que ça t'a fait de vivre ça enfant? Qu'est-ce que ça te fait de vivre ça aujourd'hui? Et comment ce climat, ça t'a marqué dans ton propre rapport à l'argent? Parce que c'est vrai que tu t'es lancé pendant le Covid à créer cette chaîne Instagram qui aujourd'hui, elle est énorme. Tu as 100 000 abonnés, plus de 100 000 abonnés. C'est incroyable ce que tu as fait. Et j'aurais pas pensé, d'ailleurs. Ouais, c'est incroyable. Franchement, bravo. Tu aides tellement de personnes. Je suis vraiment admirative de ce que tu fais. Et alors, tout ça, toute ton enfance avec ta maman, comment ça a créé tout ça? Écoute, effectivement, j'ai une maman qui, tous les mois, allait retirer de l'argent au moment où elle avait son salaire pour mettre dans des enveloppes. Donc aujourd'hui, on parle de la méthode des enveloppes. Bon, elle l'appliquait
avant, mais on ne savait pas encore que c'était une méthode pour le coup. Ouais. Donc la méthode des enveloppes, tu m'as appris ça hier soir, je ne connaissais pas. Donc en quoi constitue déjà la méthode des enveloppes? La méthode des enveloppes, c'est segmenter. C'est son argent par poste de dépense. Donc, on va avoir une enveloppe qui va être dédiée à l'alimentation, une enveloppe qui va être dédiée aux loisirs. Et donc, du coup, ma maman, c'est ce qu'elle faisait. Donc, elle allait retirer, elle mettait dans des enveloppes. Surtout qu'à l'époque, on utilisait encore beaucoup l'argent liquide. Ouais. Donc, elle mettait, par exemple, une enveloppe santé, une enveloppe marché, une enveloppe course, une enveloppe imprévue aussi. Et je l'ai toujours vu fonctionner comme ça, tous les mois. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, elle continue de le faire. Voilà, donc j'avais une maman qui avait quand même déjà cette rigueur budgétaire, puisqu'elle voulait prévoir et ne pas dépasser, du coup, le budget. Et puis, donc moi, ça m'a marqué dans le sens où je la voyais faire. Je l'ai toujours vu faire. Je suis enfant unique, donc j'étais très souvent avec ma maman. Et je la voyais donc fonctionner avec cette méthode-là. Et je la voyais aussi faire ses comptes. Donc, dès qu'elle recevait son relevé de compte, du coup, elle checkait. Alors, elle checkait pas dans le bon sens, puisqu'elle checkait ce qui était passé, mais elle ne se projetait pas. Voilà. Mais elle avait cette volonté, en tout cas, de suivre, mois après mois, son budget. Et puis, quand elle ne recevait pas son relevé de compte, voilà, quand il y avait 1 ou 2 jours de décalage, je sentais déjà que c'était un petit stress pour elle. Source de stress. Ouais. Ouais, donc tu sentais que l'argent, vous en manquiez pas. Tu as eu une super enfance, c'était pas... Oui, j'ai pas manqué d'argent. Mais tu sentais quand même que c'était l'angoisse à la maison, qu'elle attendait quand même avec impatience son relevé. C'est ça. Je suis enfant unique, mes 2 parents travaillaient. Je peux pas dire que j'ai manqué de quelque chose étant enfant. Par contre, oui, c'est vrai que c'était une source effectivement d'angoisse, puisque ma mère, par contre, elle est issue d'une grande famille. Elle est issue d'une famille de 16 enfants. Donc, ça n'a pas toujours été facile au quotidien. Et je pense qu'elle a été marquée par cette enfance et par la difficulté de la vie. Et donc, du coup, elle, quand elle a commencé à gagner de l'argent, elle voulait absolument être en pleine maîtrise. Et c'est pour ça qu'elle faisait ses relevés de compte, elle allait retirer, elle mettait dans des enveloppes. Quand on était le 15 du mois, elle disait « Ah bon, on est déjà le 15 du mois. Ah, mais il me reste que ça va être difficile pour finir le mois. » Alors que pas forcément, en soi. Ouais. Mais c'était une source de stress en continu pour elle. Ouais, ce que je disais, tu m'avais dit hier, tu m'as dit pour ma maman, l'argent, elle disait souvent l'argent c'est difficile. Oui. Pourquoi, à ton avis, elle disait ça, l'argent c'est difficile? Parce que pour elle, il faut... en fait, on reçoit une somme d'argent et il faut faire avec. Et pour elle, c'était compliqué de se dire... Enfin, elle avait peur, je pense, de manquer. Elle a la peur du manque. Et je pense que c'est lié à son histoire, très clairement. C'est lié à son histoire. Mon père est moins dans cette peur, et mes 2 parents parlent très librement d'argent, mais on sent qu'il y en a une, donc ma mère qui est très stressée avec l'argent et mon père qui est plutôt cool. Ouais, tu voyais donc ta maman gérer le budget, le salaire, la répartition d'une main de maître. Et toi, qu'est-ce que ça t'a fait de voir ça? Tu étais enfant, tu dis j'étais fille unique, je passais beaucoup de temps avec elle et tu la voyais être très dans le contrôle, très cadré, millimétré. Exactement. Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Ça t'a procuré quoi comme sensation? Je me disais que l'argent, on n'en fait pas ce qu'on veut, et que ça doit être drivé au cordeau, limite. Et donc, moi, j'ai grandi avec ça, avec ce contrôle, en fait, en me disant que l'argent, on n'en fait pas ce qu'on veut. Il faut absolument, quand on reçoit son salaire, savoir comment on va l'utiliser. Donc, moi, j'ai grandi aussi avec ce contrôle-là. Et à la maison, c'est ma mère plutôt qui gère les finances. Et moi, j'ai grandi comme ça. Et aujourd'hui, c'est moi aussi qui gère, du coup, les finances à la maison. Et ta maman, elle investissait? Ou c'était juste gestion du budget, j'accorde ça, telle dépense, telle dépense, telle dépense et... Alors, gestion du budget, un peu d'investissement à travers des assurances-vie, pas plus, parce que pour elle déjà, quand on lui parlait de bourse, c'était réservé aux riches. Enfin, pour elle, elle n'avait pas le droit ou la possibilité d'aller investir. Alors qu'en soi, ouvrir une assurance-vie et placer de l'argent dans une assurance-vie, c'est déjà potentiellement aller sur les marchés financiers. Sauf que elle, ces assurances-vie, elles sont en fonds euros. Donc, pas de risque de perte en capital. Donc, elle ne voulait pas prendre de risque. C'est déjà un bon début. Mais... C'est un bon début, mais... C'est déjà mieux que les livrets, mais oui. C'est ça, donc pas de prise de risque. Et donc, moi, oui, quand j'ai commencé dans la vie active et quand je me suis installée, du coup, avec mon conjoint, j'ai reproduit ce schéma des enveloppes.
Donc, D'accord. j'allais retirer aussi. Je mettais dans des enveloppes. Après, j'ai basculé sur des enveloppes virtuelles. Mais voilà, j'avais cette dynamique de me dire, il faut que je segmente mes postes de dépenses. Ouais, donc ta maman, c'était vraiment un rôle modèle. Oui, Ouais, tout à fait. Répliquer la même chose. Exactement. Ton compte Instagram s'appelle Parlons Budget. Oui. Donc j'imagine qu'en fait, tu apprends ça à toute ta communauté. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ton compte Insta, ce que tu développes, quelles sont tes thématiques? Oui, alors j'ai créé Parlons Budget avec l'impulsion de mes proches, pour le coup, qui venaient très souvent vers moi pour me poser des questions sur leurs finances. Il faut savoir que moi, j'évolue dans le secteur de la banque assurance depuis 2008, donc depuis que je suis en alternance, donc depuis mes 18 ans, depuis que j'ai eu mon bac. J'ai fait 3 ans d'alternance et puis ensuite je suis rentrée dans la vraie vie active, on va dire. J'ai créé Parlons Budget parce que je voulais partager, et mes proches m'ont dit de partager justement les conseils que je pouvais leur prodiguer au quotidien à plus de personnes. Donc je me suis dit, je vais créer un compte Instagram et puis on verra ce que ça donne. Et moi, de base, je me suis dit, si j'ai 500 personnes qui me suivent, ce sera déjà très bien. J'étais pas convaincue que l'argent allait vraiment intéresser, le sujet de l'argent, de la gestion budgétaire. Et puis aujourd'hui, finalement, oui, j'ai plus de 100 000 abonnés et je me rends compte que c'est un vrai enjeu pour beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que tu développes alors sur ton compte Instagram? Donc gestion budgétaire, qu'est-ce que tu donnes comme gestion comme budgétaire, concrètement, finance dans la globalité, épargne, finance, investissement. Donc on développe ces thématiques-là. Je parle de cas concrets aussi, donc des familles, soit des mamans solo, soit des couples qui ont des gros revenus, mais aussi des plus petits revenus. Voilà, il faut que ça parle à tout le monde et que les gens aussi puissent se dire, c'est pas forcément parce que je gagne peu d'argent que je ne peux rien faire avec mon argent, que je ne peux pas investir. Et au contraire, c'est pas parce que quelqu'un gagne beaucoup d'argent que forcément cette personne-là, elle gère hyper bien ses finances. Ça ne veut strictement rien dire. Le montant qu'on gagne ne veut strictement rien dire. Ouais, tu as déjà eu affaire à des abonnés qui ont justement, c'était l'un ou l'autre? Alors, j'ai déjà eu des abonnés qui gagnaient très bien leur vie, mais qui se retrouvaient à découvert. J'ai déjà eu des personnes qui gagnaient 8 000 € par mois, mais qui étaient à découvert de 2 000, 3 000 €. Donc, quand on l'explique, les gens ne comprennent pas. Et dans les commentaires, d'ailleurs, c'est les remarques qu'on a. Mais comment ça se fait? Mais effectivement, quand on n'arrive pas à driver un budget ou quand on se laisse guider aussi par ses émotions, parce que parfois, il y a aussi beaucoup d'achats impulsifs qui se font, et du coup, le budget se retrouve déséquilibré, peu importe le montant des revenus. Ah, c'est intéressant. Donc, en face de toi, tu as 2 personas. Tu as le persona qui gagne très bien sa vie, mais qui se retrouve à découvert. Et tu as le persona, la personne qui gagne moins bien sa vie et qui a du mal aussi à gérer son budget, qui fait ce qu'elle peut, mais elle a du mal à gérer. Quel est ton message face à ces 2 personnes-là? Qu'est-ce que tu leur dis concrètement? La même chose. Ouais, la même chose. Justement, on leur dit la même chose. Dis-nous tout, je les gens qui nous écoutent aussi. De faire un état des lieux de leurs finances. C'est la base. On prend son relevé de compte, c'est notre meilleur allié quand on veut reprendre en main ses finances. On prend son relevé de compte et on check. Quelles sont mes charges? Quelles sont les dépenses que je fais qui sont non essentielles? Et je regarde. Et puis, je fais mon calcul, j'ai mes revenus et j'ai mes charges. Donc, quand je fais mon calcul revenu moins charge, est-ce qu'il me reste de l'argent? Est-ce que je dégage une trésorerie? Est-ce que j'ai une capacité d'épargne? Et ensuite, on avance. On se dit, à partir de ce constat, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais réduire mes charges? Est-ce que j'ai la possibilité de réduire mes charges? Est-ce que j'ai la possibilité d'augmenter les revenus? Alors, en général, c'est un peu plus compliqué, mais c'est aussi une solution. Et puis après, il faut faire des choix. À un moment donné aussi, il faut savoir prioriser. Oui, l'abonnement Netflix, bon... Voilà, parfois, il faut savoir s'en passer. Netflix, plus Amazon Prime, plus des box beauté parfois, plus des abonnements à la salle de sport alors qu'on n'y va pas. Voilà. Donc, il faut recentrer les priorités sur ce qui est vraiment essentiel. Et une fois qu'on a fait cet arbitrage-là, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Tu pousses vers l'investissement? On pousse vers l'épargne, déjà dans un premier temps, assurer un matelas de sécurité, puisqu'on ne va pas investir si on n'a pas d'épargne. Enfin, en tout cas, on n'a pas de la liquidité pour pallier un imprévu dans l'immédiat. Et puis oui, après, parce que de toute façon, une fois qu'on maîtrise ses finances et qu'on arrive à tenir un budget, en général, on a envie d'aller plus loin. Donc oui, l'étape d'après, c'est investir pour développer son patrimoine. Toi qui es au contact de la communauté, est-ce que tu as constaté qu'il y a vraiment beaucoup de gens
qui vivent vraiment un ric-rac. Oui, il y en a. Ouais. Oui, il y en a. Il y a des personnes qui font attention à rien. En fait, on a des personnes qui, déjà, de par leurs revenus et de par leurs charges, elles sont justes. Oui. Donc forcément, elles ont peu de marge de manœuvre. Et c'est très souvent lié à un aléa de la vie. Des fois, c'est lié à une séparation. Des fois, c'est lié à la perte d'un revenu dans le foyer. Et donc, du coup, il faut aussi réapprendre avec les nouveaux montants qu'on a. Ouais, c'est intéressant. Ouais, il faudra qu'on le développe, ça, sur cette thématique-là. Ouais. Comment c'est bien ça. Comment réallouer son budget, tu te sépares, tu te retrouves seul, effectivement. Oui. Donc là, concrètement, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu préconises en général, c'est la femme, hein, bien souvent. Qu'est-ce que tu préconises à cette personne? Excuse-moi. Moi, j'ai beaucoup de témoignages de femmes qui se retrouvent seules et qui, justement, se demandent qu'est-ce que je vais faire. Je vais me retrouver seule à assumer des charges et parfois, elles ont des enfants. Donc, elles sont dans la crainte de ne pas pouvoir faire face. Du coup, notamment le loyer, par exemple, c'est la charge de loyer qui se retrouve à payer. Oui. Et puis les enfants aussi. Le loyer, les enfants. Et puis, il faut, en fait, tout incombe à une seule personne, alors qu'avant, c'était, entre guillemets, scindé sur un binôme. Du coup, on était deux et on drivait à deux. Ou pas, d'ailleurs. Parfois, ça arrive qu'il y a des situations où c'est plutôt qu'une personne qui assume les dépenses du foyer, même s'ils sont deux. Mais en tout cas, quand on est à deux, on va dire qu'on est un peu plus à l'aise que quand on est toute seule. Quand on se retrouve toute seule du jour au lendemain et qu'on a des enfants et qu'on doit driver un budget sans laisser transparaître aussi, parce que du coup, on n'a pas envie de laisser transparaître à ses enfants qu'on est en difficulté. Donc, il faut reprendre les finances. Il faut aussi savoir se faire aider et ne pas hésiter à alerter ses créanciers, à alerter la banque, plutôt que de laisser traîner la situation et de mettre, entre guillemets, les créanciers devant le fait accompli. D'accord. C'est un tip que tu donnes à ta communauté. Que faire alors là? Que fait une maman qui se retrouve dans cette situation-là? Il faut, encore une fois, faire très très attention aux dépenses, réduire encore certaines choses. Réduire si on peut. Après, si on ne peut pas et qu'on a déjà fait le maximum, on fait... La priorité, c'est de payer les charges, dans tous les cas. Et puis ensuite, c'est aussi de savoir se faire aider, encore une fois. Il ne faut pas hésiter, parce que très souvent, on n'ose pas. L'argent, c'est vrai que c'est un sujet encore tabou, très tabou. Donc, quand on est en difficulté, on n'ose pas aller demander de l'aide. Alors que parfois, les créanciers sont à même de pouvoir entendre une situation difficile et de dire, OK, moi, je vous propose, par exemple, de rééchelonner. Par exemple, une dette, je vous propose de la mettre en pause le temps de... donc voilà, il ne faut pas hésiter à se faire aider. Et puis après, il faut savoir aussi reprioriser à nouveau. Du coup... c'est super, c'est ce que tu dis, d'aller justement demander de l'aide aux créanciers, peut-être à un bailleur aussi, dire ton bailleur, est-ce que tu peux m'aider à réduire peut-être un peu le loyer pendant un certain temps? Sous couvert qu'il accepte pour le coup. Mais, sûr, mais effectivement, oui, il faut en parler. Je trouve que c'est mieux d'aller et de prendre les devants et de dire à la personne, je suis en difficulté, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider, plutôt que de se dire, je vais voir ce qui se passe. Et puis au final, on se retrouve en difficulté, on est à découvert, on a des rejets de prélèvement. Et là, quand le créancier vient vers nous, il est moins enclin à la négociation. Super intéressant. Je pense que ça va intéresser pas mal d'auditrices qui peuvent nous regarder. Donc, tu as ce cas-là, par exemple, dans ta communauté, des mamans qui se retrouvent toutes seules. Qu'est-ce que tu as d'autre comme cas de personnes qui te disent « à l'aide, Alexandra » J'ai des personnes qui sont en couple et qui sont en difficulté parce qu'elles assument seules les charges du foyer. Ah oui. Moi, c'est déjà arrivé. D'accord. Ou... à 100%. À 100%, ou par exemple quand on leur demande de faire un 50-50 alors que les revenus ne sont pas 50-50. Par exemple, quand l'un gagne plus que l'autre, il faut savoir aussi se poser la question du prorata. Et il y a des personnes qui ne veulent pas appliquer le prorata. Est-ce que tu peux expliquer ça aux personnes qui nous écoutent? Oui. Alors, je prends l'exemple de deux personnes qui gagnent 2 000 € chacun. Si elles veulent faire un 50-50, entre guillemets, ça s'explique. Elles gagnent à peu près la même chose, donc OK. Par contre, à partir du moment où, par exemple, il y en a un qui gagne 3 000 € et l'autre 2 000 €, il y a quand même 1 000 € d'écart de revenus. Donc, en termes de gestion
des dépenses communes, peut-être que la question du prorata va se poser. Ça veut dire que la personne qui gagne 3 000 € va peut-être assumer une part plus importante des charges communes. Oui. Voilà. Sinon, il y a un déséquilibre. Sinon, il y a un déséquilibre qui va se créer. Ouais. Et donc, du coup, si on n'en parle pas, ça va aussi créer des non-dits et du coup des difficultés financières que la personne qui gagne moins va assumer seule et va se retrouver enfermée dans un cocon et ne va plus oser en sortir et ne va plus oser prendre la parole. Parce que du coup, elle aura accepté de gérer avec un 50-50 alors qu'elle ne peut pas. Et pour revenir sur cette décision, ça va être plus compliqué. Ouais, parce qu'il y a un niveau de vie qui ne lui permet pas. Exactement. Ah, bravo vraiment de pouvoir aider. Non, mais vraiment, j'adore ce que tu fais, d'aider ces personnes à oser parler. Oui. Oser demander de l'aide. Exactement. Apporter des clés concrètes. Donc, vraiment, bravo. Moi, je comprends que c'est ta maman qui a été le moteur de tout ça. Ouais, c'est qui t'a façonné et qui aujourd'hui fait que tu as ce compte Instagram-là. C'est elle qui t'a vraiment donné cette appétence pour la gestion budgétaire. Et aujourd'hui, mais moins pour l'investissement. Ouais, pour l'investissement. On en a parlé hier. Tu me disais, ta maman, elle t'a dit une fois, si j'avais si je m'étais intéressée à l'immobilier à Paris à l'époque, elle avait un petit regret de ce côté-là. Oui, effectivement. Quand elle est arrivée donc en France métropolitaine, puisque du coup, elle est de la Guadeloupe, donc elle est arrivée très jeune et elle vivait dans une chambre de bonne. Donc, elle payait son loyer. Voilà, elle a très rapidement trouvé du travail. Et du coup, elle payait son loyer. Et le propriétaire lui a proposé de racheter cette chambre de bonne. Donc, c'était dans Paris, 15e. Voilà, très bien situé. Et à l'époque, du coup, je pense qu'elle ne se sentait pas légitime de dire oui. Et elle ne se sentait pas capable aussi d'assumer l'achat d'un bien immobilier. Peut-être que pour elle, c'était trop gros. Et elle n'avait pas les bonnes personnes pour la conseiller. Alors que pourtant, je pense qu'avec l'épargne qu'elle avait dû se constituer, c'était possible. Puis elle aurait pu très clairement. Ouais, puis emprunter. Ouais. Exactement. Elle s'est mis des freins. Elle s'est mis des freins, toute seule. Ouais. Et donc, du coup, avec du recul aujourd'hui, elle me dit que si elle avait fait cet achat-là, ça aurait pu potentiellement transformer le cours de sa vie et même ses finances. Parce qu'elle aurait pu être propriétaire aujourd'hui d'un bien dans Paris. Alors peut-être qu'elle l'aurait revendu entre-temps, mais en tout cas, elle aurait été propriétaire d'un bien dans Paris qui aurait pris de la valeur et du coup, elle aurait pu prendre cet argent, le réinvestir, voilà. Elle aurait fait une belle plus-value, oui, c'est sûr. Exactement, oui, c'est sûr. À l'époque, je pense que c'était... le montant qu'elle me donne, elle me parle de 30 000, 40 000 euros, je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, c'était... franchement, le montant n'était pas très élevé. Aujourd'hui, je pense que la même chambre dont elle me parle... aurait valu bien plus. Une chambre de bonne, oui, ça doit être aux alentours des 110 000, 120 000, ouais. C'est ça. Donc, je pense qu'elle aurait pu faire une belle plus-value et c'est un regret qu'elle a. Mais à chaque fois, elle me dit, j'avais pas les bonnes personnes, j'étais pas bien entourée pour me conseiller. Voilà, j'avais cette peur et j'étais pas bien conseillée. Donc, ta maman, elle t'a enseigné le fait d'épargner. C'était important d'épargner, de faire attention à son salaire. Oui. Se constituer une épargne de précaution. C'est ce qu'aujourd'hui t'enseignes aussi aux personnes. Vraiment bien gérer son budget, arrêter d'être à découvert. C'est important. Donc déjà, se constituer une épargne. Mais toi, tu as investi. Oui. Donc, qu'est-ce qui t'a donné cet intérêt pour l'investissement ? Alors moi, l'intérêt pour l'investissement, je l'ai eu lorsque je suis entrée dans le domaine bancaire, donc en 2008, avec l'alternance. Donc, j'ai été dans un groupe, une banque patrimoniale, et j'ai été confrontée à des clients qui, justement, avaient des livrets d'épargne, mais ce n'était pas leur priorité. Ils avaient, leur fonds d'urgence, c'était OK, mais à côté de ça, ils investissaient beaucoup. Et donc, c'est là que j'ai découvert le PEA, donc le plan d'épargne en action, le CTO, le compte titre ordinaire. J'ai découvert des personnes qui étaient rentières, et je me suis dit, waouh! En fait, on a la possibilité d'investir. Et je me suis dit, mais moi aussi, j'aimerais bien être comme ces personnes-là. Donc, en fait, c'est les clients en fait, qui m'ont inspirée. Et je me suis dit, mais moi aussi, un jour, je serai propriétaire. Et si possible, pourquoi pas être un jour rentière. Voilà, je me suis laissé la possibilité de rêver. Ouais. Tu vois. Et donc, c'est là que j'ai commencé mes premiers investissements. Donc, j'avais la chance d'avoir un plan d'épargne entreprise, donc un PE, sur lequel je pouvais mettre de l'argent qui était abondé. Donc là, l'abondement, c'est quand l'employeur
quand on met de l'argent sur son plan épargne entreprise, lui aussi vient, entre guillemets, nous donne un bonus en plus parce qu'on verse de l'argent. Donc moi, naturellement, je me suis dit, bon, bah, ça va être ma première vraie épargne, mon premier vrai investissement. L'argent est bloqué, j'en ai pas forcément besoin, je vivais chez mes parents. Et donc, j'ai investi dans mon plan épargne entreprise. Et donc, en 3 ans, je me suis retrouvée avec un peu plus de 10 000 euros. Donc, à l'époque, quand j'ai fini l'alternance, j'avais 21 ans. J'étais très contente, moi, d'avoir épargné 11 000 euros. J'étais fière de moi. Ouais, à 21 ans, tu avais 11 000 euros ouais, sur mon plan d'épargne entreprise, ouais. Ah, super. T'avais commencé avec quelle mise au départ? Je mettais 150 les personnes euros. Aiment bien, justement, tu vois, la progression, les chiffres. Oui. Si ça te dérange pas d'en parler. Non, il n'y a pas de souci. Je mettais 150 euros et mon employeur, du coup, mettait 150 euros tous les mois. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est énorme. Plus un petit peu de plus-value, du coup. Et j'ai fini avec un peu plus de 11 000 euros. Et je me souviens, ma mère m'avait dit, mais c'est génial ce que tu as fait, Alexandra. Trop bien. Donc, tu mettais 150 euros tous les mois? 150 euros tous les mois. De mon salaire d'alternante, je gagnais 900 euros, 900 000 euros en étant en alternance. En alternance. Ouais. Ah, bravo. Ah, donc, trop bien. Donc, déjà, tu constitues ton épargne. Ta maman, elle te dit, on épargne. Et après cette épargne, tu as eu le déclic de te dire, en regardant les clients, ça t'a inspiré. Oui, et carrément. là, tu t'es dit, pourquoi 150 euros alors? Tu t'es dit, ça, en faisant, tu as fait justement ton petit tableau Excel avec tes charges. Oui, et je me suis dit... Puis tu dis 150 euros, c'est ce que je peux mettre. Donc 150 euros tous les mois part dans le plan épargne entreprise. C'est ça. Je me suis dit, je peux mettre 150 euros. En soi, j'aurais pu mettre plus. Voilà, je ne payais pas de loyer, mes parents ne me demandaient rien. Il faut savoir que je vivais chez mes parents, mais mes parents me demandaient strictement rien du tout. Donc en soi, j'aurais pu mettre même la moitié dans ce plan d'épargne entreprise. Mais en fait, on avait une limite d'abondement. Et l'abonnement max, c'était 150 euros. Donc moi, je me suis dit, bon, bah, je mets 150, il me donne 150, c'est très bien. Mais c'est vrai que j'aurais pu aller plus loin. À côté de ça, j'épargnais. Mais je me faisais plaisir. J'avais pas la même rigueur que j'ai là aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, moi, si je devais donner un conseil à une personne jeune, je lui dirais, mais épargne, épargne la moitié. Si tu peux, investir. Si tu as un plan d'épargne entreprise, utilise-le. Voilà, j'irais beaucoup plus loin. Avec le recul, aujourd'hui, j'irais beaucoup plus loin que ce que j'ai fait. Oui, c'est pas mal, ça, ce que tu dis. Effectivement, aller au max de l'abondement pour utiliser le plan épargne d'entreprise. Et après, le reste de ce qu'on a pu épargner, l'investir par ailleurs pour diversifier encore. Oui. Parce que là tu es juste all-in sur le PEE, plan épargne d'entreprise. Et là, c'est diversifié en allant sur ouvrir son PEA et mettre là-dessus. Exactement. Ouais. Chose que j'avais pas faite du coup à l'époque. Moi, à ton époque, non, mais c'est vrai que moi aussi aujourd'hui, je me dis, oh purée, si j'avais investi tout ce que je gagnais dans mon job étudiant aujourd'hui, ça serait pas pareil. Mais je le dis tout le temps. Enfin, pour moi, c'est important de dire quand on a la chance d'être chez ses parents, de ne pas avoir de loyer, etc. C'est là qu'on doit maximiser et qu'on doit se lancer. Donc, Ouais, moi, à l'époque, j'avais un super job étudiant. J'étais contrôleuse dans les trains. D'accord. C'était un trop bon job étudiant. J'étais super bien payée parce qu'en fait, je dormais souvent à l'extérieur et tu avais des grosses primes parce que tu étais en découché. Ok, d'accord. Et j'ai vraiment bien gagné. Mais je travaillais beaucoup aussi. Je travaillais les week-ends, toutes les petites vacances, les grandes vacances. D'accord. Et j'avais mis pas mal d'argent de côté. Mais tu vois, pareil, je l'avais mis de côté. Alors moi, c'est vrai que j'étais team écureuil aussi. Je faisais très, très attention à mes dépenses, ça, pour le coup. Okay. Mais j'épargnais. Et aujourd'hui, je me dis, oh là là, mais si j'avais investi, tu vois, j'avais mis sur Tesla, par exemple, ou j'avais acheté de la crypto, tu vois, tu te renseignes et tu mets sur des choses. Et aujourd'hui, j'aurais fait tellement plus, mais bon. Oui. On va pas réécrire l'histoire, mais c'est vrai que c'est là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir enseigner aux personnes qui nous écoutent. Oui. Ouais. Et puis, moi, c'est vrai qu'à l'époque, donc, c'est vrai que j'avais cette rigueur-là de me dire, il faut que je pilote mon argent, il faut que je le drive. J'ai eu aussi, de par l'expérience professionnelle, ça m'a été insufflé. Donc, j'ai ouvert ce plan d'épargne entreprise, etc. Mais à côté de ça, j'avais un côté aussi assez dépensière. Hein. Faut dire la vérité. J'étais assez dépensière et je suis quelqu'un de très généreuse. Voilà. Et quand on est très généreuse et qu'on ne se fixe pas de limites, bah forcément, il y a une partie de son argent qu'on aurait pu épargner qui passe dans les cadeaux, les sorties, voilà. Ouais, j'ai vu, t'es arrivée tout à l'heure, t'avais la poche remplie pour les enfants. Pour les enfants. Mais bon, là, tu vois, c'est prévu. Pour le coup, c'est prévu, c'est dans mon budget. On arrive en fin de mois, il reste un peu d'argent dans le budget loisir. J'ai fait un petit tour à côté. Je leur ai fait acheter un ensemble chacun. Ils vont être contents, très contents.
Ça, je vois aussi sur ton compte Instagram, tu le préconises aux personnes qui te suivent, c'est de faire attention, quoi, de dire stop, pas trop de dépenses non plus. Ouais. Oui, Ne soyez pas trop dépensière. Je vois que tu le mets en post et en story. Oui, parce que moi, je mets toujours en parallèle les plaisirs éphémères et les vrais plaisirs et les vrais projets de vie. Un plaisir éphémère, pour moi, c'est oui, une sortie au resto. Oui, j'ai acheté des vêtements là à mes enfants. Ça, pour moi, c'est du plaisir éphémère. Sur le coup, ils sont contents. Après, au bout de 24 heures, ils ont déjà oublié que maman leur a acheté des nouveaux vêtements. Et ça, pour moi, c'est des plaisirs éphémères. Et je gagne rien dessus. Alors que, pour moi, ce qui compte réellement, c'est les vrais plaisirs, les vrais projets de vie. Par exemple, pour moi, les voyages, c'est plus important qu'une sortie au restaurant. Donc moi, dans notre budget loisirs, je préfère avoir moins de loisirs et mes enfants le savent, ils sont au courant. On pilote le budget loisirs et je le pilote avec eux. Je leur demande de faire des choix des fois. Voilà, ils sont en âge, ils ont 10 ans et 7 ans, ils peuvent faire des choix. Parce que pour moi, je me dis, le jour où je vais partir en vacances avec eux, je veux pouvoir leur faire plaisir sans forcément compter. Parce que du coup, justement, je leur demande un effort, entre guillemets, toute l'année. Le jour où on part en vacances, on a le droit de se faire plaisir. Et à côté de ça, parce que j'ai envie aussi de réaliser des projets que je vais pouvoir leur laisser et j'ai envie de leur montrer l'importance de la gestion de l'argent. C'est pas je gagne de l'argent, je le dépense, je fais pas attention. Non, c'est on gagne de l'argent. Oui, on a une part de loisir, mais il faut aussi penser long terme. Il n'y a pas que le plaisir éphémère, les plaisirs très court terme. Voilà, un restaurant, c'est bien, mais derrière, on ne va rien gagner avec un restaurant. Par contre, se construire des souvenirs en vacances, ça, pour moi, ça n'a pas de prix pour le coup. Et donc, je veux pouvoir mettre et focusser mon argent dans ces plaisirs que mes enfants n'oublieront pas, se souviendront toute leur vie. Des expériences familiales. Exactement. Tu parles du budget loisir avec tes enfants. Comment tu fonctionnes, toi, alors, à titre personnel, avec ta famille, ton mari, tes enfants? Qu'est-ce que tu fais, toi, dans ta vie? Eh bien, écoute, quand on reçoit nos salaires avec mon conjoint, on sait déjà où mettre quoi. D'ailleurs, on a des virements automatiques, donc comme ça, c'est fait. On a virements automatiques qui vont vers les livrets d'épargne, qui vont vers les enveloppes. Voilà. Et puis... c'est intéressant. Combien à peu près au niveau de pourcentage On est à peu près en charge... tu vois, tu dis il y a un virement automatique, ça représente combien de pourcentage de votre salaire que tu mets directement sur livret? Je pense que j'épargne bien 20%. On épargne bien 20% de nos revenus. C'est bien. Oui. Ok. Épargne et investissement. D'accord. Voilà. Donc, tous les mois, 20% de vos salaires, vous le mettez livret A ou investissement, on va en parler après. Oui. Ok. Donc, j'épargne, enfin, en tout cas, épargne-investissement. Okay. Et puis après, on connaît en tout cas les charges. Pour ça, à force de les faire maintenant, voilà, c'est OK. Et puis, on a aussi la part de loisirs, faut pas l'oublier. Donc oui, on a un budget loisirs. C'est pas parce que je parle de finances que du coup, je ne pense pas aussi aux loisirs. Mais c'est vrai que en soi, c'est pas une priorité. Voilà. On se fait plaisir. On pourrait se faire un peu plus plaisir. Mais, comme je te le disais, je préfère mettre un peu plus d'épargne et l'affecter à des vacances ou à des projets. Par exemple, on a acheté récemment un bien immobilier. Forcément, ma priorité, c'était l'achat de ce bien immobilier. C'était pas forcément de faire des restaurants, etc. Mais mes enfants ne souffrent pas, ils sont très contents. Ils ont une part de loisirs et on leur fait plaisir tous les mois. Donc, c'est important aussi. Ce bien immobilier, ça fait partie de ce que tu disais, le projet à leur laisser? Oui, le projet à leur laisser, leur montrer aussi, puisque du coup, ils sont venus avec nous faire les visites. Ouais, on les a emmenés faire les visites. On a acheté un bien résidence principale. D'accord. Mon fils était encore très petit, donc pour le coup, il venait pas forcément aux visites. Il était là, mais je pense dans certaines visites, mais il comprenait pas. Il était très très petit, je crois, il avait à peine 1 an. Ma fille était déjà là, elle faisait quelques visites avec nous. Et d'ailleurs, elle donnait son avis déjà à son petit âge. Ah, c'est trop bien, j'aime bien ça. Des fois, elle disait j'aime pas, j'aime moins. Mais par contre, là, on a acheté récemment. Et donc, du coup, là, ils sont grands.
Donc, ils sont en capacité de comprendre. Et on était en capacité de leur expliquer. Et donc, ils venaient faire les visites avec nous. Et à la fin, ils demandaient, ça, est-ce qu'on va le prendre? Et on leur disait non. Sinon, ils demandaient pourquoi. En plus, on a des enfants qui sont très curieux. Donc, du coup, pourquoi? On leur explique. Voilà, ça ne nous correspond pas. On pense que ça ne va pas plaire aussi, parce que du coup, c'est un investissement locatif. Oui. Donc, on pense que ça ne va pas plaire, etc. Ou il y a trop de travaux, on n'a pas le budget pour. Et puis, quand on a trouvé le bien, en gros, on s'est dit, ce bien-là, on va le prendre. Et eux, ils sont très contents de dire qu'ils ont participé aussi et qu'ils nous ont suivis dans cette aventure de l'achat à l'aménagement du bien. Voilà. Donc, ils ont été avec nous. Super. Ouais. Ah, c'est top. Ils ont quel âge, tes enfants? 10 ans et 7 ans. 10 ans et 7 ans. T'as une petite fille, un petit garçon? Exactement. Super. Une fille de 10 ans, un garçon de 7 ans. Trop bien. Le choix du roi. Bien. J'avais une question. Oui, pour tes enfants, vous leur avez expliqué ce projet d'achat de biens immobiliers locatifs. Qu'est-ce que vous leur avez expliqué exactement? À quoi sert? Pourquoi faire cet achat? Qu'est-ce que vous leur avez dit à vos enfants? Alors, je vois que vous communiquez beaucoup. Oui. Je communique beaucoup avec eux. Et puis, mes enfants m'entendent très souvent parler de parlons budget, justement. Ouais. Donc, à un moment donné aussi, ils se questionnent. Donc, oui, je leur ai expliqué, on leur a expliqué pourquoi on souhaitait faire un investissement locatif. Donc, moi, je leur ai dit que c'est pour aller plus loin, voilà, dans le patrimoine qu'on a. Aujourd'hui, on a une résidence principale, on est très contents. Le fait d'acheter un bien immobilier pour le mettre en locatif, du coup, c'est un pas de plus vers une constitution d'un patrimoine. Et puis, on leur a dit aussi que c'était pour eux. Parce que si on a encore le bien quand ils seront grands, peut-être qu'ils pourront l'utiliser. Peut-être qu'on pourra le vendre et les aider plus tard à investir. Oui. Voilà. Donc, apporter aussi notre pierre à l'édifice pour les accompagner dans leur vie d'adulte. Et puis, on leur a expliqué que cet investissement locatif, le but, c'était que... Donc, on va à la banque va nous prêter de l'argent, mais le but, c'est pas que ce soit papa et maman qui remboursent, du coup, le crédit, mais que ce soit l'investissement locatif, donc le locataire, qui le rembourse, de par les loyers qu'il va verser. Ok. Voilà. Ouais, que ça s'autofinance et que... Exactement, que ça s'autofinance. Il faut choisir le bien qui va faire en sorte que les loyers remboursent le crédit. Exactement. Et c'est pour ça... la stratégie. Exactement. Et c'est pour ça qu'on visite plusieurs biens et qu'on ne prend pas le premier bien qu'on trouve. Tu es en train de les former. Ça y est, les former à l'investissement. Exactement. J'aimerais bien, qu'ils grandissent avec... Ils sont réceptifs à tout ça? Oui, ils sont très réceptifs et puis ils comprennent. Enfin, moi, ma fille, j'avais fait il y a peut-être 3-4 ans de cela. Il y a peut-être des personnes qui m'écoutent, à qui j'ai déjà raconté aussi cette anecdote. J'avais donné... ma fille sortait avec ses cousines et je lui avais donné un billet de 20 €. Et je voulais voir, je lui ai rien dit. Je voulais voir justement si, parlons budget, faisait effet. Petit test. C'est ça. Crash test. Exactement, sur ma fille. Ouais. Je lui ai laissé ce billet de 20 € et elle est revenue avec rien. Voilà. Et elle a acheté un collier. Et je lui ai dit, OK, donc maman t'a donné 20 € et t'es revenue avec rien du tout et tu t'es acheté un collier. Elle n'a pas succombé au plaisir éphémère. Exactement. Elle a succombé. Elle s'est pas posé de questions. Elle m'a dit, oui, mais je le trouvais beau. Je lui ai dit, d'accord, mais il est beau, mais t'as pas réfléchi, en fait. Tu t'es pas dit, j'ai 20 € dans mes mains, quand même, c'est beaucoup. Ouais. Et je vais peut-être garder une partie. Donc, on a eu cette conversation-là. Elle a tout dépensé. Attends, j'ai pas Elle a acheté un collier qui coûte quasi 20 €. Ah mince, j'avais compris qu'elle n'avait pas tout dépensé. Ah non, elle a tout dépensé. Elle a tout dépensé. Voilà. Mince, elle a succombé, alors. Elle a succombé, oui, justement, elle a succombé. Elle a pas passé le crash test, là. Exactement. Elle a échoué au crash test. C'est ça. Elle a échoué. Mais... Je l'ai pas engueulée, je lui ai pas dit c'est pas bien. Non, je lui ai expliqué, je lui ai dit t'as tout dépensé, ok. Donc t'as pas réfléchi. Non, je l'ai trouvé beau, je l'ai acheté, ok. Je lui ai dit mais tu sais en fait quand t'as de l'argent, c'est bien aussi de te dire qu'il y a une partie que tu vas garder et de pas forcément tout dépenser tout de suite. Et donc du coup j'ai refait le test quelques temps après. Et elle est revenue avec la moitié de l'argent. Ah bien. Et j'étais trop fière d'elle parce que je lui ai dit c'est bon, elle a compris. Et elle en a fait quoi de l'autre moitié? Et elle les a gardés, elle les a mis dans sa tirelire. Dans sa tirelire. Ils ont des tirelires. Les deux ont des tirelires. Et ils sont plus écureuils que... Voilà, ils savent économiser. Dès qu'on leur donne quelque chose, ils savent... ils vont le mettre dans la tirelire. Ils sont pas là à dire « Ah j'ai envie de m'acheter ça. »
Qu'est-ce que tu leur dis? On va mettre dans la tirelire, mais cet argent dans la tirelire, après, on en fait quoi? Alors pour le coup, Parce que c'est compliqué aussi, peut-être dans la tête d'un enfant ou d'un ado, de se dire ça va stagner là. C'est dommage, en fait. Ouais. ils ont de l'argent dans leur tirelire. L'argent qui est dans leur tirelire, j'ai pas envie de leur imposer ce qu'ils vont en faire. Par contre, le but, c'est qu'à un moment donné, oui, quand la tirelire sera remplie, on va la casser, on va voir il y a combien dedans, et ensemble, peut-être, on va décider de ce qu'on va en faire. Mais c'est pas moi qui vais leur dire et qui vais leur imposer quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est leurs économies, et je veux aussi qu'ils apprennent et qu'ils aient leur propre réflexion, et qu'ils puissent me dire, bon, maman, dans ma tirelire, j'ai tant, moi, j'ai envie de faire ça, et puis bien sûr qu'après, nous, on peut venir en conseiller. Et puis si on voit qu'ils abusent, on peut aussi leur dire... Et comment tu fais pour les motiver à mettre dans la tirelire? Tu leur dis, t'es 18 ans, tu te paieras une partie de tu tes pourras en études faire, supérieures ou que... Tu pourras en faire ce que tu... Enfin, tu t'en feras ce que tu veux. D'accord. Parce qu'ils ont aussi... Parce que papa et maman ne sera pas toujours non plus tout le temps derrière toi, c'est ça? C'est ça. Et que l'argent, c'est... Enfin, je pense qu'ils l'ont compris, mais que... La plupart des gens, quand ils gagnent de l'argent, c'est parce qu'ils travaillent dur derrière. Ils se lèvent le matin, ils nous voient tous les matins, nous lever. Des fois, on est fatigués. Et ça, je leur dis. Ouais, tu leur dis, nous, on gagne tant, on fait cet effort-là, de bien segmenter le salaire, on alloue des poches à telle dépense, on fait en sorte d'avoir le budget loisir, mais c'est pas extensible non plus. Exactement, c'est ça. C'est que c'est pas extensible. Et puis, il faut aussi prévoir l'avenir. Et en cas d'imprévu, qu'est-ce qu'on fait? Et derrière tu leur enseignes, justement, l'épargne de précaution qu'il faut avoir. Oui. Ok. Et dernièrement, on a eu un imprévu. Donc, j'ai eu un pneu qui est à plat, complet. Voilà. Et du coup, je leur ai expliqué. Ils m'ont vu rentrer avec une roue qui n'était pas la même que les 3 autres. Ils m'ont dit, mais maman, il se passait quoi? On leur explique. Ah, c'est bien. Donc, tu prends ce cas d'usage-là et tu leur dis, vous voyez, là, l'argent du petit cochon, il a servi au pneu. Et c'est pas prévu. Voilà. Je vais au travail, je me retrouve avec un pneu à plat. Il faut changer les pneus. On prend où l'argent? On a une épargne pour. Et je ne suis pas stressée d'utiliser cet argent. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que les gens redoutent. Ils mettent de l'argent de côté. Et puis quand ils ont un imprévu qu'ils doivent l'utiliser, c'est je dois l'utiliser. Mais pourquoi je dois l'utiliser? Puis finalement, non, en fait, elle est là pour ça. L'épargne de précaution est là pour ça. C'est des vases communicants. À un moment, on aura peut-être assez, puis à un moment, on va peut-être piocher dedans, et puis il faudra la reconstituer. Mais il faut être OK aussi avec ça. Ouais, tu parles beaucoup de l'aspect émotionnel par rapport à l'argent. Comment tu fais pour arriver à décomplexifier ça auprès de ta communauté, auprès de ta famille? Ta mère, elle était très stressée par rapport à tout ça. Toi, tu n'es pas stressée par rapport à l'argent, le fait d'épargner. Est-ce que tu as un secret qui fait qu'on arrive à enlever l'anxiété par rapport à l'argent? Et par rapport à son épargne, donc là, super, on a passé le cap de se dire, j'ai épargné, j'ai mis de côté pour les imprévus, pour après, au mieux possible, aller investir. Comment arriver à en retirer cette angoisse? Alors déjà, pour moi, retirer l'angoisse, ça va passer par savoir ce qui rentre sur le compte, savoir ce qui sort. Quand on ne sait pas, forcément, on est dans le flou. Et on appréhende même d'ouvrir son application. Et puis après, il y a toute l'éducation financière qu'on peut acquérir. Plus on va être en maîtrise et plus on va savoir où va notre argent et ce qu'on en fait, moins on va être stressé, puisqu'on est en sentiment de contrôle. Pour moi, je dis qu'il faut piloter son argent comme un chef d'entreprise piloterait les finances de sa société. Le but, c'est pas que l'entreprise fasse faillite. Nous, en tant que particuliers, notre objectif aussi, c'est de ne pas se mettre en difficulté, ne pas se retrouver en surendettement. Et donc, il faut pouvoir le piloter et le driver. Mais pour le piloter et le driver, il faut connaître. Oui, savoir ce qu'on a. Exactement. Donc, le contrôle. Le contrôle, on en revient au contrôle. T'es beaucoup dans le contrôle, toi? Oui. C'est toi qui gères à la maison? Oui, c'est moi qui gère les finances à la maison. Après, pour les grosses décisions, bien entendu, qu'on en parle à deux. Voilà, je ne suis pas partie acheter le bien immobilier toute seule sans en parler à mon conjoint. Mais oui, c'est moi qui drive les finances et le budget à la maison. Tu parles de ton bien immobilier. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de tes investissements? Ça ne te dérange pas? Non. Donc, tu parles de l'immobilier, mais je sais que tu as investi dans plein d'autres choses. Comment tu as investi, toi? Déjà, j'ai un plan d'épargne entreprise, toujours, du coup. Tu l'as?
Voilà. Mais oui, c'est vrai. On l'a pas dit, mais tu as le compte Instagram, mais tu travailles Oui, aussi à côté. Exactement. En plus d'être maman. Ouais, vous voyez, mesdames, hein, on peut faire plein de choses. Ouais, on peut faire plein de choses. Après, il faut être organisé. Et puis, je remercie aussi mon conjoint. Parce que s'il n'était pas là, il y a plein de choses que j'aurais pas pu faire. Et par exemple, j'aurais pas pu être là, tu vois, aujourd'hui. Donc, il prend beaucoup le relais, mais parce qu'il me soutient aussi dans ce que je fais et dans le fait de pouvoir gérer par mon budget et de parler d'argent librement. Donc, alors, comment toi, tu investis? Alors, comment moi, j'investis? Déjà, j'ai mon plan d'épargne entreprise. J'ai un plan d'épargne en action sur lequel j'investis. Donc, j'avais commencé par des actions, acheter des actions en direct. Et puis là, j'ai basculé sur des ETF, pour le coup. OK. Nouvelle stratégie. Après, voilà, la stratégie évolue aussi, elle n'est pas figée. J'ai construit ma stratégie au fur et à mesure. Juste, excuse-moi, Alexandra, pour les personnes qui nous écoutent, ETF, on ne va pas développer là tout de suite, parce que sinon, l'émission va faire 2 heures. Mais c'est prévu, on va faire des modules, un programme où on va pouvoir décortiquer tout ça, vulgariser tout ça, vous apporter des outils concrets, des explications très simplifiées, compréhensibles. Mais donc toi, tu as ton PE, PEA, avec des ETF. Exactement. L'immobilier, un peu de crypto, pas beaucoup, mais un petit peu. Voilà. C'est très risqué encore. J'estime, moi, personnellement, que je ne suis pas assez formée encore pour aller prendre beaucoup de risques avec mon argent sur la crypto. Mais petit à petit, voilà, je me forme, j'apprends. Et donc, j'en ai un petit peu. Et j'ai testé aussi le crowdfunding. Donc, c'est investir dans des projets ou de l'immobilier. Donc, j'ai essayé. Là, encore une fois, on va pas encore pas développer, mais mais ça fera partie effectivement du programme. Oui. Mais ouais. Et donc, du coup, c'est aussi des possibilités d'investissement que peut-être les gens ne connaissent pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai un petit peu aussi de crowdfunding. Bien. Avec, je sais aussi, donc tu as ton compte Instagram, tu as ton travail à côté, tu as tes enfants, tu enseignes à tes enfants, tu enseignes à tes abonnés. Et je sais aussi que tu vas dans des écoles avec des ados, des enfants, faire des masterclass, des conférences, faire des cours. Des jeunes, pour parler finances. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, donc quand on me sollicite, du coup, je fais des interventions auprès de... Donc, ça m'est déjà arrivé de faire des interventions auprès de collégiennes, auprès de très jeunes qui rentrent dans la vie active, des 18-25 ans. Et c'est toujours enrichissant. Parce qu'on peut se dire, on est jeune, donc on a un peu cette mentalité de l'instant présent. Voilà, on dépense, on réfléchit pas, mais quand on échange, on se rend compte qu'il y a des personnes, des jeunes, très jeunes, qui ont déjà une très bonne manière de réfléchir vis-à-vis de l'argent et qui ont déjà cette volonté de se dire, je peux me faire plaisir, mais je vais épargner aussi. Tu as des anecdotes à nous raconter? Je sais que tu en as une avec notamment la tablette. Oui. Tu peux nous raconter l'histoire de la tablette? Ça m'a beaucoup marqué parce que c'était une collégienne, donc très très jeune pour le coup, quasiment l'âge de ma fille en fait, qui expliquait, donc elle faisait un partage d'expérience au groupe et elle disait que elle, l'argent de poche qu'on lui donne, il y a toujours une partie qu'elle met de côté. Et dans cette partie qu'elle met de côté, elle a pu s'offrir une tablette toute seule. Et elle était hyper fière. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Et d'ailleurs, je l'ai félicitée parce que je trouvais ça hyper bien de se dire qu'à son âge, en fait, elle avait pensé à un projet qui est d'acheter une tablette et de se dire, moi, mes parents me donnent de l'argent. Plutôt que de leur dire, en plus de cet argent de poche, achetez-moi une tablette, elle s'est dit, ils me donnent déjà de l'argent. Donc, il y a une partie avec laquelle je vais me faire plaisir. Et puis, une autre partie que je vais épargner en vue de m'acheter ma tablette. Et elle était hyper fière de dire qu'elle s'est acheté une tablette toute seule. Comme quoi, même les enfants, les ados, ils peuvent très bien arriver à gérer tout seuls. Exactement. Je pense qu'il faut les accompagner. On peut donner de l'argent de poche à son enfant. Au contraire, ça va lui apprendre à maîtriser. Par contre, il faut aussi l'accompagner. Au moins les premiers temps. C'est-à-dire que je te donne de l'argent. Comme ta fille avec le collier, les 20 €. C'est ça. Ah, bien sûr. Tu l'as partagé cette histoire à tes enfants? Alors, de la tablette? Ouais, alors tiens, voilà. Oui, ma fille, je lui ai raconté. Avec l'argent dans votre cochon, voilà à quoi ça pourrait servir. Exactement. Oui, je lui ai expliqué à ma fille. Mon fils, non, mais j'avais raconté à ma fille, je me souviens. C'est ton aîné, ta fille? Oui. Ouais. Très bien. Et elle est très réceptive. Elle est très... elle comprend. Voilà. Et je pense qu'elle sera un peu comme moi.
Enfin, je le décèle déjà. Je pense que ça ne sera pas une dépensière. En tout cas, j'espère. Comme mamie, comme maman. Voilà, comme mamie et comme maman. Et elle est très souvent aussi avec ma mère. Donc, elle voit ma mère aussi, hein, avec ses enveloppes et tout. Donc, elle a le modèle de la mamie, le modèle de la maman. Non, mais c'est déjà le point de départ. Voilà, effectivement, tu as raison. On a le salaire qu'on a, on a chacun notre niveau. Tout à fait. Il faut le piloter. C'est bien ça. C'est chouette ce terme, piloter. Piloter son argent. Et après, voir ce qu'on en fait. Effectivement, bon, il faut en profiter, mais et investir aussi dans des projets, effectivement. Tout à fait. Faire fructifier. Tout à fait. Il ne faut pas se limiter. C'est surtout ça, en fait. Il ne faut pas se limiter. Parce que on peut avoir tendance à se dire, bon, bah, c'est réservé qu'à une certaine classe de personnes. Non. Il y a beaucoup de choses à démystifier aussi. Exactement. Tu as souvent ce discours-là sur Instagram? Oui, j'ai des personnes qui pensent, par exemple, parce qu'elles sont seules, qu'elles ne peuvent pas acheter. Mais c'est faux. C'est pas parce qu'on est seul qu'on ne peut pas acheter. Et d'ailleurs, j'avais une collègue qui pensait ça pendant au moins 1 an. Et je lui disais, mais non, mais ça te coûte rien d'aller à la banque, de demander une simulation. Ça te coûte rien. Va faire cette simulation. Et finalement, elle a acheté seule. Elle était maman d'une petite fille, donc elle a acheté seule. Et aujourd'hui, elle a acheté un autre bien. Donc elle est toute seule et elle a 2 biens. Ouais, ça parce qu'elle a échangé avec toi. Voilà. Exactement. À la voix féminine aussi, parler entre femmes, tu l'as motivée. Oui, il faut se motiver. Je pense que c'est important aussi d'échanger. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas avoir peur de parler. Ouais, communiquer, effectivement. Ça, c'est une bonne clé aussi, oui. Aller faire la simulation. C'est le premier pas. Le premier pas pour se donner confiance. Exactement. Parfois, on peut avoir de très belles surprises. Alors, si la banque nous dit non, il faut aussi demander les raisons du non pour que, justement, on puisse travailler sur les axes d'amélioration qu'on nous communique et puis qu'on revienne peut-être au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, armé et mettre toutes les chances de son côté pour, cette fois-ci, avoir un oui. Ouais, le plan d'action. Exactement. Génial. Malheureusement, ça touche à sa fin. Il va falloir terminer. C'était passionnant. Merci beaucoup de nous avoir raconté ton histoire. Ton histoire personnelle. Avec plaisir, ton rapport avec ta maman, ton époux, tes enfants, ce que tu as pu faire. On ne va pas rentrer dans le détail, sinon ça va être trop long, mais on refera d'autres capsules. Ok, avec plaisir. on fera d'autres vidéos. Avec plaisir. Mais bravo, franchement, c'est génial. Puis j'aime beaucoup ce que tu fais avec Parlons Budget. Donc pour vous qui nous écoutez, si on veut suivre Alexandra, donc c'est Parlons Budget tout attaché. Oui, c'est ça, avec un underscore à la fin. Ouais, je vais mettre de toute façon en description, en commentaire, pour aller... Donc Instagram, Parlons Budget sur Instagram. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu voudrais t'adresser à l'audience? Est-ce que tu as un mot de la fin? Eh bien, lancez-vous. Lancez-vous et n'ayez pas peur. Non, mais c'est clairement ça, parce que moi, je ne suis pas issue forcément d'une famille qui investit. Et à aujourd'hui, je le fais. Et on aurait très bien pu se dire que... j'aurais pu penser, comme ma mère, que je n'ai pas le droit, que je ne suis pas en capacité de... Mais si, avec les connaissances et avec la maîtrise et aussi en drivant ces projets, on peut. Donc, lancez-vous, renseignez-vous sur vos finances, pilotez vos finances et n'ayez pas peur de vous lancer. Ouais, chacun à son niveau, mais il faut y aller. Exactement, tout à fait. Super mot de la fin. Donc, vous qui nous écoutez, si vous voulez reprendre le pouvoir, vous lancer sur vos finances, reprendre le pouvoir sur vos finances, oser et apprendre à investir, construire une vie qui est alignée avec vos ambitions, comme tu as pu le faire, Alexandra. Encore bravo. Merci. Abonnez-vous pour recevoir des conseils et votre dose d'inspiration. Moi, j'étais beaucoup inspirée. Merci beaucoup, là, Alexandra. Là. Non, c'est vrai, là, quelle heure il est là? Il est midi. J'ai la dose d'énergie pour la journée. Merci beaucoup. Et puis, pour vous qui nous écoutez, Perspective de vie, c'est un média, mais c'est aussi une communauté privée de femmes. Si vous voulez rejoindre notre cercle privé de femmes ambitieuses qui veulent parler d'argent en toute liberté et se soutenir vers plus d'indépendance financière, il vous suffit de remplir un formulaire que je vous mettrai encore une fois en description. Merci beaucoup. Merci Alexandra, ça m'a fait super plaisir. Merci, à bientôt. À bientôt.